Bienvenue dans ce direct sur Instagram. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire aujourd'hui, jusqu'à hier à peu près, où je me suis dit, allez, je vais un peu me lancer, et je voudrais faire un live témoignage un peu, mais pas un live témoignage pour parler de ma vie juste comme ça. Plus un live témoignage pour parler à des personnes qui vivraient la même chose que moi, enfin la même chose que j'ai vécue, et il y en a, je pense. Donc, comme tout témoignage, il n'a d'intérêt que voilà, si des gens se retrouvent dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien tant mieux. Si vous ne vous trouvez pas dedans, tout simplement zappez. Il y a suffisamment de choses sur Instagram et les autres réseaux pour trouver son bonheur. Je n'ai pas la vérité universelle, je n'ai pas la solution universelle, et un témoignage ne fera toujours que faire parler de soi et de son expérience. Je ne vous dirai jamais faites exactement comme je fais moi, non, parce que ça ne marcherait pas. Je dirais faites exactement comme vous voulez vous, parce que là, pour le coup, ça marchera. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Et du coup, c'est pour ça que ça a marché. Mais sinon, si je vous dis faites comme ça ne marchera peut-être pas. Donc, je vais vous parler des crises d'angoisse aujourd'hui. Alors, peut-être qu'à ce mot, les gens ont déjà des peurs. Donc, des crises d'angoisse, j'en ai fait pendant très longtemps. Je pense que si je reviens un petit peu en arrière, le truc c'est que le temps, en fait, chez moi, je ne sais pas chez vous, mais il évolue, ou plutôt les souvenirs évoluent, c'est-à-dire que voilà, je me souviens plus ou moins bien, peut-être la vieillesse. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, quand on clôt des dossiers, du coup, on se rappelle des choses, mais en fait, elles paraissent assez lointaines et assez diffuses. C'est pas très grave. On va dire que pendant 7 ans, j'en ai eu. C'est assez simple de repérer ça, parce qu'en fait, 7 ans, c'est le temps où ma mère a... alors moi, j'aime pas trop ce mot-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre. A vécu avec le cancer, c'est 7 ans. Donc pour revenir un petit peu dans l'historique, ça va faire un petit peu bizarre de dire ça, mais revenons en 2004. 2004, j'en suis où dans ma vie? 2004, j'en suis au fait que j'ai une petite amie. On se marie en 2005. Donc 2004, ce sont les débuts. 2003, 2004, ouais, à peu près ça. Je sors d'une relation avec quelqu'un, ma première relation, et je rentre dans une relation où j'arrive à me projeter. On se rend compte, on fait assez vite un enfant, effectivement, ça se passe bien, tout se passe bien. Niveau travail, ça fait du coup un peu plus de 3 ans que je suis chez Peugeot Citroën à Aulnay. Je suis le pilote robotique du site. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'automobile, l'industrie automobile, c'est un milieu très très compliqué. Quand on est comme moi hypersensible, empathe, tout ce que vous voulez, c'est encore plus compliqué. C'est un milieu principalement macho, enfin, principalement composé d'hommes. Pour vous dresser vraiment le portrait magnifique, avec des gens qui n'ont pas peur d'écraser les autres pour réussir. Et à côté de ça, avec des gens très agréables, mais quand il y a de la pression, c'est parfois compliqué. Pour vous donner aussi donc un exemple, donc je travaille au ferrage, c'est-à-dire que le ferrage, donc il y a plusieurs choses dans l'automobile. Il y a l'emboutissage, où on prend les tôles qui sont plates et puis on va les former. Ensuite, il y a plein de pièces, on ne voit pas sur les voitures, mais il y en a énormément des pièces. Et ces pièces, on va devoir les assembler ensemble. Une fois qu'on les a assemblées ensemble, on a une voiture qui est grise, mais assemblée. On va la peindre.
Et ensuite, on va ajouter les pièces qui sont dedans, donc les pneumatiques, le moteur, le pare-brise, enfin la totale, quoi. Et pour faire certaines tâches assez pénibles, on emploie des robots. Et donc moi, je suis au ferrage, à l'assemblage des pièces. Euh, et alors on est plusieurs, hein, bien sûr, il y a plusieurs services. Moi, je contrôle en fait que les projets, donc le nouveau projet à l'époque c'était la C3, que les gens du projet intègrent bien conformément les robots pour que l'usine soit contente. Donc je suis entre l'usine et le projet, ce qui n'est pas une position très enviable, parce que du coup je me fais beaucoup taper dessus. Donc c'est assez compliqué socialement, hein, pour vous avouer, c'est-à-dire que ça forme, ça c'est sûr. Mais par exemple, quand certains robots ne fonctionnent pas bien, on peut être amené à intervenir le dimanche. Il m'est arrivé d'intervenir le dimanche au redémarrage, donc vers 23 heures. Et après, le lendemain, d'aller s'expliquer devant le directeur d'usine de pourquoi ça marchait pas. Donc voilà, comment vous expliquer un petit peu. Directeur d'usine qui souvent est vu un peu comme le Messie, comme le roi soleil. Moi j'ai connu des réunions où le roi soleil s'installe, mais tout le monde est debout et attend qu'il soit assis. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'idée. C'est 2004, hein, l'alcool est encore autorisé, et heureusement pour certains. Voilà, donc voilà pour vous dresser un petit peu dans quel cadre je suis. Donc un métier quand même assez stressant, un cadre personnel plutôt cool, mais bah voilà, d'avoir un enfant, c'est très beau, et puis en même temps ça peut être très stressant. Et puis donc, été 2004, ça doit être à peu près ça. Été 2004, j'apprends que ma mère revient de vacances et qu'elle est malade. Bon, jusque-là, rien de spécial. Pour vous dresser un peu le portrait de ma mère est quelqu'un qui, à l'époque donc, ne montre pas ses émotions et m'apprend à ne surtout pas les montrer. Donc, quand vous êtes hypersensible en pâte et qu'on vous demande de ne pas montrer vos émotions, vous le savez sans doute, ça passe pas. C'est-à-dire que les émotions, voilà, elles existent, mais du coup on les refoule, ce qui est vachement sympa. Donc à l'époque, du coup, j'étais très dans une démarche aussi éducative où la seule solution à un problème, c'est le médecin et c'est les médicaments. Donc mon ami prend un Doliprane quand ça va pas et ça va passer. Voilà, pour vous dresser un petit peu de nouveau un portrait. Ça va un temps. Et puis donc là, j'apprends que ma mère est malade, et puis on me dit pas trop ce qu'elle a, problème gastrique. Bon, pour des gens qui ne donnent pas leurs émotions, je vous avoue que ça n'est pas si étonnant que ça, mais à l'époque, pareil, hein, encore une fois, je n'ai aucune notion de tout ce que je vis aujourd'hui, c'est enfoui, ça existe, c'est en moi, mais c'est pour l'instant enfoui, on n'y a pas accès. Quand je dis on, c'est moi, mais on n'y a pas accès parce que j'inclus aussi ma famille dedans. Du coup, je suis quelqu'un qui, depuis l'enfance, est toujours stressé pour toutes les situations. Je vous donne un exemple, ma mère qui m'envoie acheter du pain à la boulangerie, j'ai les mains comme ça, je suis transpirant, mon corps n'ose pas y aller, donc je somatise, je me crée des maux de ventre, des maux de tête. Par exemple, là, quand je vous parle de ce dont je vous parle, ça bouillonne dans le ventre en fait. Voilà, donc toute situation est très stressante, donc il faut que je me force. Le collège, c'est une horreur. Je vis un petit peu comme je prendrais l'image d'une tortue, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui me gêne, ben, je rentre à l'intérieur de moi. Je me fais harceler, ça, du collège au BEP, et puis après je m'en sors un petit peu mieux au bac, mais voilà, galère quand même. Jusqu'au BTS, niveau orientation du coup pas terrible, donc du coup de trouver ce boulot c'est quand même plutôt pas mal pour moi, parce que même si c'est compliqué, c'est une réussite pour moi, je m'éclate. Mais donc voilà, on m'annonce que ma mère est malade, donc je vais à son chevet à l'hôpital et elle m'annonce qu'elle a un cancer. Là, on a beau vous dire gardez vos émotions, ça part en live. Donc
Je m'écroule en pleurs. Ma mère me réconforte en me disant que tout va bien. Elle a attendu, bien évidemment, que l'opération soit faite. C'était un cancer de l'intestin. Ils ont enlevé la partie de l'intestin qui va bien, tout se passe bien. Mais bon, il faut quand même faire chimio pour être sûr. Donc, elle fait, je crois, 6 mois de chimio. Tout se passe bien, la chimio fonctionne bien. Bien sûr, il y a tous les effets secondaires qui peuvent y avoir. Donc, ma mère, étant quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, elle nous montre pas non plus sa maladie, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte que quand ça va pas, ça aille bien quand même. Voilà, je ferai juste le topo, vous allez voir que le lien va se refaire après, mais pour l'instant, voilà l'état dans lequel je suis au niveau de ma vie. 2004, alors ça fait déjà 4 ans que je travaille chez PSA, donc vous l'avez compris, j'ai un poste plutôt sympa, très reconnu par mon responsable qui, à l'époque, en plus de la robotique, me donne comme charge une cabine de découpe laser, en me disant Alain, voilà, j'ai confiance en toi, cette cabine ne fonctionne plus et est tout le temps à l'arrêt depuis X années. Quelqu'un s'en occupe, mais voilà, c'est un encolleur, c'est quelqu'un qui travaille sur la colle. Cette cabine, elle est quand même assez impressionnante, oui, impressionnante, mais nécessaire parce qu'en fait, elle découpe la voiture sur la partie donc Saxo Sport à l'époque, pour les anciens, voilà, ça vous parlera peut-être. Et elle est toujours à l'arrêt, donc c'est les gens qui font à la main. Donc est-ce que tu peux t'en sortir? Alors moi j'ai quand même une fibre très technique. Vous me mettez sur quelque chose de technique, vous me voyez plus pendant 2 ans. Donc je m'y lance. Je travaille avec la maintenance. J'ai la chance aussi en maintenance d'avoir quelqu'un de génial et assez sur la même longueur d'onde que moi. Et on s'en sort. Bien sûr, on fait les formations nécessaires, parce que je dis moi, ok, je veux bien, mais il me faut des formations. Donc je fais toutes les formations. Je découvre un domaine qui me fascine. Le laser est fascinant. Moi, qu'on puisse faire quelque chose avec de la lumière, c'est assez incroyable. En plus, une lumière qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors là, vous me donnez ça, c'est l'enfant intérieur qui s'éclate, va jouer, quoi. Donc je joue et puis on réussit, effectivement cette cabine fonctionne et fort de tout ça, en fait, d'un seul coup, ils décident chez PSA de mettre en place du laser mais à grande dans toutes les usines et ils mettent en place quelqu'un qui va dérouler ça, qui a de l'expérience parce qu'ils voulaient quelqu'un qui avait de l'expérience. Et donc je commence à travailler avec lui et donc j'alterne entre Aulnay et puis ça, donc qui se passe plutôt à Vélizy, mais sur tous les sites en fait. Il m'est arrivé d'aller à Madrid, dépanner ça c'est pas forcément les meilleurs souvenirs que j'ai non plus, mais on vous appelle le dimanche soir en vous disant demain matin tu prends l'avion, tu vas à Madrid et tu te démerdes, parce que ça marche pas. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu le cadre aussi de ce domaine-là. Donc du coup encore plus stressant parce que voilà, même si soutenu par quelqu'un d'adorable que je remercie. Alors, il doit pas être sur Instagram à regarder, mais en tout cas, voilà, je suis très heureux d'avoir pu partager ces années avec lui. Mais du coup, voilà, une charge de plus. Donc, au fur et à mesure, j'allais basculer vers quelque chose de plus. Je partais du site d'Aulnay et j'allais être beaucoup plus mondial. Donc, vous imaginez un peu la pression qui devient plus forte, même si, encore une fois, je suis soutenu par quelqu'un et que dans ce poste-là, ça a été plutôt cool. Mais je développe des choses nouvelles qui sont pas installées chez Peugeot Citroën. Et il faut savoir que dans l'automobile, quand vous amenez quelque chose de nouveau, vous n'êtes pas aimé. Voilà, là, vous tombez entre tous les services. Et je me souviens encore, donc je passais mon temps en déplacement. Et j'aimais pas forcément les déplacements parce que moi ce que j'aimais c'était vraiment la technique, aller sur le terrain, faire les choses. Et quand je partais en déplacement, c'était plutôt pour aller faire des réunions. Bon, et en plus je vous dis pas niveau empreinte écologique, on allait à Sochaux pour faire une réunion avec des gens de Vélizy. Bon, ok, mais c'était pour que le lendemain matin on aille sur site pour voir. Et là je me vois rentrer dans une salle. Pour vous la décrire, c'est une espèce de rectangle.
Donc Sochaux, c'est une usine, c'est même encore maintenant, je pense, depuis 1970, il n'y a rien qui a été changé. Voilà, donc ils font de briques et de broc des bureaux, mais ils n'ont pas de moyens. Donc vous êtes encore dans les années 70, et je rentre dans cette salle, et voilà, imaginez tout du long, donc une porte derrière, et moi je me fous tout au fond de la grande table qui est là. Commence la réunion, et là je commence à sentir. Alors je vais essayer de vous décrire au mieux, mais en fait c'est très compliqué de décrire, encore que voilà, il y a quand même des choses qui peuvent venir. D'un seul coup, la crise de panique, crise d'angoisse, c'est le truc où en fait vous sentez que il faut que vous partiez, il faut que vous fuyiez parce que vous sentez tout le corps qui part en vrille. Donc il y a quoi qui part en vrille? Il y a le cœur qui commence à battre étrangement. Il y a la respiration qui se bloque. Il y a de la transpiration. Il y a des tremblements, il y a des vertiges, il y a l'impression en fait qu'on va tomber. Il y a une grosse angoisse de fond qui vient de j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Une crise d'angoisse, le problème c'est qu'il y a deux choses qui vont se battre entre elles. Il y a l'inconscient et le conscient. Donc il y a l'inconscient qui dit oulala, attention, alerte, warning, 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 ça va pas. Et il y a le conscient qui dit mais attends, je suis dans une réunion, il y a des gens importants, je peux pas sortir, en plus je vais bousculer tout le monde. Alors en plus il y a ce qui vient, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il n'y a pas de souci, ils vont déranger tout le monde et partir. Et puis il y a des gens comme moi qui vont absolument pas pouvoir bouger parce qu'en fait ils vont se dire mais si je dérange les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Voilà, moi je suis quelqu'un qui dans ces occasions-là, même si j'ai envie de faire pipi, je vais pas y aller parce que j'ai plus peur de déranger tout le monde que de sortir. Et dans la crise d'angoisse, il y a quelque chose qui se déclenche, qui est assez impressionnant. En tout cas chez moi, je sais pas chez les autres, mais c'est que le corps va faire tout seul. En fait, il dit bon bah écoute, ok, là tu me fais chier, si tu bouges pas, moi je vais te montrer. Et en fait, d'un seul coup, vous vous trouvez à vous lever, à partir. Et je me rappelle encore que tout le monde regarde et se demande ce qui se passe, quoi. Et je sors. Et le problème de la crise d'angoisse, c'est que vous pouvez sortir, vous allez peut-être aller respirer, ça va peut-être aller mieux, c'est pas gagné, hein, parce que souvent crise d'angoisse, il va falloir s'allonger et tout. Mais en fait, après, faut rentrer, quoi, faut retourner dans la salle. Et en fait, c'est impossible, quoi. Donc du coup, voilà. Alors là, grosse panique, en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Et encore une fois, je vous rappelle, à l'époque, pas du tout de prise de conscience que l'esprit peut agir sur le corps. Donc une crise d'angoisse qui est exactement la représentation de ça, bah vous savez pas ce qui se passe en fait. Et du coup, truc classique, bien évidemment, allô médecin, je commence à voir le médecin. Et là, me voilà parti dans. Alors c'est bizarre parce que ça doit être un souvenir que j'ai mal noté. En fait, je suis parti pour 3 ans d'errance, c'est-à-dire 3 ans dans les mains des médecins, à chercher tout ce qu'il peut y avoir. Et un médecin, à l'époque, et en plus c'est pas tous, je pense, ça vous écoute, ça entend les symptômes et ça les gère. Mais ça n'entend pas ce qu'il y a derrière. Donc tout de suite, c'est parti pour tous les tests possibles et inimaginables. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Test d'effort. Comme je sens que le cœur ça va pas, bah du coup échographie du cœur. Je me vois même faire des IRM de la tête pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans le cerveau. Alors les IRM quand vous faites des crises d'angoisse, d'être dans cette espèce de truc horrible là, qui on dirait une machine à laver. Et on vous dit à un moment on viendra vous piquer le bras, donc si jamais il y a un souci, vous appuyez sur le bouton panique. Pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, se mettre dans cette situation-là, c'est pire que tout. N'empêche que à chaque fois que je sortais d'un examen, les médecins me disaient la phrase magnifique: Alain, écoute, j'aimerais tellement être en forme comme toi. Mais ça me fait une belle jambe parce que moi, je suis pas bien. Pour en arriver au final à ce que le médecin me dise: écoutez, on n'a rien trouvé. Et c'est là en fait le souci que j'ai avec la médecine parfois. Encore une fois, je dis parfois parce que c'est pas toujours le cas.
c'est que quand elle arrive à ses limites, elle ne vous propose pas autre chose. Elle vous laisse avec ça. Et pour quelqu'un qui a pensé toujours, de par sa famille, que si on va voir un psy, c'est qu'on est fou, ben, vous sortez de chez le médecin, vous vous dites, bon, ben voilà, moi j'ai mon problème. Et donc, j'ai passé 3 ans à chercher. Faites le calcul, je vous ai dit que je l'ai vécu pendant 7 ans, ce truc-là, sans trouver de solution. Ça veut dire que j'ai passé 4 ans derrière à vivre avec les crises d'angoisse. Et à se dire c'est normal. Et il y a quelque chose qui est formidable avec les crises d'angoisse. Alors c'est qu'on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. Pourtant on a l'impression qu'on est mort, hein, parce que moi je me rappelle encore de certaines crises d'angoisse où j'allais chercher mon cœur pour vérifier s'il battait. À l'époque en plus, je passais mon temps à me déplacer. C'est-à-dire qu'en plus dans mon boulot, dans les années qui se sont passées derrière, j'ai vécu des trucs hallucinants. Et beaucoup de déplacements où j'allais tous les 15 jours à Rennes en voiture. Toutes les semaines, tous les 15 jours, j'allais, quoi. Ah, des fois, j'y restais, ouais, 3-4 jours au moins, quoi. Donc, imaginez ça avec des crises d'angoisse. Et vous faites des crises d'angoisse pendant le chemin. Vous êtes tout seul en train de conduire. Vous faites des crises d'angoisse. Donc, je me vois encore m'arrêter sur les aires d'autoroute, dormir 4 heures, repartir, mais avoir encore la crise d'angoisse. D'autres cas où vous arrivez à l'hôtel, alors vous mangez tout seul, hein, du coup. Pas mal aussi. La tristitude, quoi, comme un chanteur connaissait, et Oldelaf, je crois. C'est vraiment la tristitude. Et vous arrivez à l'hôtel, vous vous endormez, ou plutôt vous vous couchez, et là, crise d'angoisse en vous endormant. Donc vous appelez en fait votre femme en panique. Voilà, donc je le souhaite à personne. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et donc voilà, et avec en plus des changements, avec d'un seul coup donc la personne qui me suivait, qui part à la retraite, donc je me retrouve dans un service où en fait mon responsable était à Rennes et moi j'étais à Vélizy. Donc ne pas avoir son responsable sur son site aussi, c'est voilà, le mec ne me connaissait même pas. Et il me l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc réorg sur réorg. Donc voilà, à un moment, on décide que mon poste est plus très important et que je vais devoir partir en usine. Donc à l'époque, j'allais installer une cabine d'eau-brasage laser. Ça paraît très technique, mais c'était une innovation. C'était un projet très complexe. Alors, moi, j'ai eu la chance quand même dans mon métier, c'est-à-dire que j'ai vu toutes les phases. C'est moi qui disais ce que j'allais installer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je connaissais bien. Mais donc j'allais démarrer ça sur l'usine de Poissy, qui n'avait pas encore ça. Et l'usine de Poissy, c'est pas l'usine la plus simple du groupe. Voilà. Moi, j'ai cette chance que je suis très sociable et que du coup, je sais me mettre les gens dans la poche, les gens dont j'ai besoin. Mais manque de bol, à l'époque aussi, on me met comme responsable une personne qui était prestataire pour moi, qui travaillait pour moi. On décide de me le mettre comme chef. Et c'est ce que je dirais quelqu'un de toxique. Voilà. C'est-à-dire que je suis en face de lui et en fait je suis au téléphone avec quelqu'un ou peu importe même, et en fait au fur et à mesure mon dos s'incline, je rentre de plus en plus profondément dans le fauteuil pour ne pas le voir. Mais en fait encore une fois là-dedans ça cogite pas, ça dit pas y a un souci. Moi tout ce que je vois c'est qu'en fait il faut que je sorte. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un peu décousu, mais je vais revenir un peu en avant. Donc avant d'installer tout ça à Poissy, je travaille avec le service des achats et je tombe sur quelqu'un qui, grosso modo, m'utilise déjà parce que je parle anglais. Donc, en fait, je faisais tout son boulot. J'écrivais les cahiers des charges. Bon, ça, c'était un peu mon boulot, mais du coup, j'étais là quand les fournisseurs étaient là. Je parlais en anglais pour elle parce qu'elle ne parlait pas anglais. Ou elle ne voulait pas faire l'effort. Et en fait, je me vois encore. Donc la crise d'angoisse, encore une fois, c'est quelque chose d'affreux parce que dans la journée, vous êtes au bureau
D'un seul coup, ça vous prend, donc vous êtes obligé de sortir. Mais en fait, une fois que vous êtes sorti, vous vous dites, bah, je vais rentrer, mais en fait, ça va reprendre. Et puis, il y a ce truc de... Alors, quand je vais manger, donc quand je vais à la cantine, ben, en fait, c'est l'horreur pour moi, parce que même manger, vous savez, donc prendre la nourriture dans la fourchette, le temps où la fourchette doit arriver à la bouche, quand vous avez une crise d'angoisse, vous vous dites, la fourchette n'arrivera jamais à la bouche. C'est-à-dire que ça tremble. Vous êtes là, donc vous essayez de vous approcher, et puis en plus vous vous dites, bah il y a des gens autour de moi, parce qu'en fait les cantines d'entreprise, c'est des espèces de grands, bah vous connaissez peut-être, hein, mais c'est des grands gymnases où il y a plein de monde, et du coup, bah vous vous dites, on me regarde, on voit que je tremble, et donc, bah au final vous n'allez pas manger, vous trouvez des excuses pour ne pas y aller. Au final, vous mangez très mal. Et ce qui est assez incroyable avec les crises d'angoisse que j'avais, et c'est pour ça qu'aussi mon cerveau comprenait pas, c'est que j'étais mal le matin, mais une fois que j'avais mangé, l'après-midi, j'avais quasiment plus de soucis. Donc du coup, c'est pareil au niveau médical, je me disais bon bah il y a un truc vraiment par rapport au matin, parce que quand j'ai et puis par rapport à la nourriture, parce que quand j'ai le ventre plein, j'en ai plus quoi. Donc il y a tout le conscient qui est là, qui dit, mais en fait comme la médecine vous a dit qu'il y avait rien. En fait, vous arrivez à rien, mais ça vous empêche pas de vous mettre des films dans la tête. Mais encore une fois, le médical dit qu'il y a rien, et il y a rien d'ailleurs. Donc voilà. Et puis j'ai cette chance, on va dire, c'est pas cette chance, je sais pas, d'en voir un peu le bout. Mais alors vous allez voir le bout. Donc le bout, c'est je suis à Poissy, j'ai un chef toxique. Voilà. Je suis dans une situation où je suis entre le projet, l'usine de Poissy et le référentiel, donc mes responsables. Donc mes responsables veulent que j'aille installer ça sur Poissy. Mais l'usine n'aime pas du tout qu'on installe ce genre de choses parce qu'ils sentent la galère. Donc ils missionnent même des gens pour vous emmerder, pour vous surveiller, pour vous emmerder. Et puis, à côté de ça, le projet, lui, bah, il sait qu'il doit installer ça, mais il aime pas non plus, parce que bah, forcément, ça amène des emmerdes. Donc vous êtes encore plus tapé partout. Heureusement, j'ai cette chance que je suis bon, et que du coup, quand j'installe mon truc, ça marche du premier coup. Mais bon, après, il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc, en plus, comme je suis au ferrage, et donc après l'emboutissage, et en fin de ligne de production, quand ma cabine est en panne, vous produisez pas de voiture, et en plus je suis dépendant de l'emboutissage qui m'envoie des pièces mauvaises. En plus, comme c'était sur la ligne de la 207, on ne peut travailler que la nuit. Ça c'est important aussi dans tout ce que je vous explique. C'est-à-dire que d'un seul coup, me voilà à travailler de nuit, et pour rajouter encore plus, c'est-à-dire que ok, vous travaillez de nuit, mais du coup le projet vous demande des comptes, donc bah, vous allez travailler de nuit et de jour. Donc je faisais lundi, mardi de nuit, mercredi je me reposais, et jeudi, vendredi de jour. Alors, pour l'organisme, ça c'est un truc, c'est l'horreur. Vous savez jamais où vous êtes. Donc imaginez, des crises d'angoisse, un chef toxique, un fonctionnement biologique complètement perturbé. Et donc arrive la cerise sur le gâteau, le décès de ma mère. Donc on est en 2011, ma mère décède après 7 ans de cancer. Cancer qui du coup, donc je vous ai laissé avec l'opération, 6 mois où il n'y a rien, au bout de 6 mois on voit que le cancer a métastasé dans les poumons, elle vit pendant 7 ans avec ça. Et au bout de 7 ans, donc avec ça, mais avec des chimios tous les 15 jours, hein, voilà, super. Elle a la chance du coup de voir mon mariage, de voir mes enfants naître, donc c'est plutôt bien. Heureusement, il y a quand même du positif là-dedans. Mais donc en 2011, on m'annonce que ça y est, le cancer s'est généralisé. En plus, on va avoir le médecin qui nous l'annonce, mais qui n'a pas annoncé à ma mère, je pense qu'elle le savait. Et du coup, je vois ma mère derrière, ma mère qui cache tout, c'est-à-dire il faut rien voir. J'y vais avec mes enfants et là, je me rappelle encore le dernier moment où j'ai vu ma mère, elle me dit « Mon chéri rentre, il va y avoir des embouteillages ». Si tu veux, comment te dire que j'en ai un peu rien à foutre des embouteillages. Voilà. Donc je n'ai pas eu de moment avec ma mère.
Et du coup, me voilà donc à apprendre que ma mère est décédée. Et là, ça y est. C'est là que là, ça lâche. Ça lâche d'une manière. Donc, je continue à avoir tout le temps des crises d'angoisse. Hein. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tous les jours, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Les seuls moments à la limite où ça va, c'est le week-end. Parce que j'arrive encore, je sais même pas comment c'est possible, j'arrive encore à faire la différence entre travail et vie privée. Et donc, me voilà à me bloquer le dos et à ne pas pouvoir aller travailler. Donc, je vais voir mon médecin et je lui explique. Et là, il y a quelque chose de formidable à l'usine de Poissy. Donc, c'est une usine, je vous le dis, pareil. C'est-à-dire que vous êtes dans les années 70. Pour vous décrire, c'est des couloirs immenses, très sombres, avec peu de lumière, avec du bruit beaucoup, parce que les usines font beaucoup de bruit, très sales, enfin voilà. Et il y a ce qu'ils appellent le couloir de la mort. Donc, c'est un couloir qui traverse toute l'usine, qui est sombre au possible. Et donc mon médecin me fait parler un petit peu, me demande comment ça va, donc j'explique comment ça va. Ma mère est décédée, c'est pas top. Et puis donc quand je suis dans ce couloir, j'entends des pas derrière et j'ai l'impression que la personne va me tuer, donc je me retourne pour voir et au final je fonce. Elle m'écoute, elle fait d'accord. Alors écoute, pour ton mal de dos, il va y avoir des séances de kiné, il n'y a pas de souci. Par contre pour la dépression, on va voir. Et là, boum. Quand je vous disais libération, c'est-à-dire que d'un seul coup, un mot est mis là-dessus. D'un seul coup, c'est dépression. Ah, tiens, je peux faire une dépression. Ça existe, ça. Ah bon, le cerveau peut agir sur le corps. Ah, d'accord, je ne savais pas. Et donc elle me dit, écoutez, je vais vous donner, on va voir, on va commencer par, je crois qu'elle m'a donné 1 semaine d'arrêt. Et puis on va voir. Et donc je fais cette semaine d'arrêt, autant vous dire qu'en fait, ça sert pas à grand chose quand vous faites une dépression de faire 1 semaine d'arrêt. Honnêtement. Et donc au bout d'une semaine, je vois mon médecin traitant, parce que là c'était un médecin remplaçant. Ça c'est formidable aussi. Mon médecin traitant me dit mais qu'est-ce qu'elle vous a donné? Donc 1 semaine d'arrêt, moi ça suffit pas. Et là, elle me donne la chose qui va devenir mon meilleur ami et mon pire ennemi. Antidépresseur et anxiolytique. Voilà, le cocktail magnifique. Je rentrerai pas trop dans les détails de ça, mais d'un seul coup, je découvre les anxiolytiques et les antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs, travail de fond, c'est-à-dire que vous en prenez, et en fait, il faut atteindre un palier comment on peut appeler ça là, mais d'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 1 mois pour que les antidépresseurs fassent effet. Et en attendant, comme l'antidépresseur va vous créer des angoisses, encore plus, déjà que je les avais, voilà, du coup vous prenez des anxiolytiques pour calmer ces angoisses. Donc là, d'un seul coup, waouh, le pied quoi. Et c'est sûr que les anxiolytiques, c'est magique. Il n'y a plus rien. Alors vous êtes un légume, hein. Il est bien dosé, ça se tient encore. Mais voilà. Et donc là, je suis parti pour effectivement les antidépresseurs. Je ferai une aparté à la fin et vous verrez, voilà. Et elle me dit, en plus, vous allez voir quelqu'un que je vais vous recommander. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est formidable, c'est que je l'ai appris juste après, c'est que ce médecin traitant, 25 ans, je pense, donc elle vient de commencer son travail après je sais pas combien d'années d'études, et là, bim, dépression. Donc en fait, elle pouvait d'autant mieux me proposer ça et comprendre. Elle était forcément dans l'empathie parce qu'elle vivait la même chose. Donc aujourd'hui, je la vois passer de temps en temps dans les rues de Chatou. Elle a pas repris, elle a complètement arrêté ce qu'elle voulait faire. Et moi, me voilà parti donc chez une psy qui utilise l'hypnose et le MDR. À qui je parle de ces crises d'angoisse et qui me dit quelque chose qui va être complètement résonnant et sauvant. Est-ce que les médecins t'ont déjà appris à respirer? Je me rappelle encore de cette question, je la trouve assez formidable, parce que la seule réponse que vous voulez dire, c'est forcément non.
Et elle m'apprend en respirant à gérer mes angoisses. Et c'est assez incroyable. Pour qui l'a déjà vécu, c'est incroyable. Donc elle me met des électrodes. Elle a acheté le matériel dont elle me dit que c'est assez cher. Elle me montre un écran sur lequel je vois le rythme de mon cœur. Et elle me dit, vas-y, fais la respiration. Donc ça s'appelle un 5-5-10. Je fais le 5-5-10 et là, vous voyez la courbe du cœur qui est vraiment bien sinusoïdale, quoi. Magnifique. Elle me dit, voilà. Et maintenant, vas-y, reparle-moi de ta vie. Et dans la seconde même où vous commencez à reparler de votre vie, là, c'est plus du tout sinusoïde, quoi. Elle me dit, t'as vu un peu l'impact. Voilà. Et donc, elle m'apprend ce truc à faire 3 fois par jour, la respiration comme ça, pendant 21 jours, ce qui fait qu'après, le corps se l'assimile et ça devient un réflexe. Il y a ça. Il y a le MDR avec lequel elle travaille. Qui est, voilà, je pense que c'est un cocktail, encore une fois, je ne saurais pas dire quelle est la technique qui m'a le plus aidé, hein, mais je pense que c'est un ensemble. Donc le MDR, c'est pas forcément le truc le plus fun qui soit, parce qu'en fait, elle vous met pareil des électrodes, une dans chaque main, ça vibre en oscillation, côté gauche, côté droit. Le but, c'est de faire bouger, faire réagir les deux hémisphères en alternance. Et en faisant ça, vous allez travailler sur des événements traumatiques, et ça va atténuer. Mais donc il faut retourner. Et en fait, il n'y a pas le fun que j'ai pour le coup en hypnose, parce qu'elle me fait des séances d'hypnose, où il y a du fun à gogo. Et donc, ce cocktail génial de médicaments plus de travail sur soi fait que, au fur et à mesure, je me sens de mieux en mieux. Je vais pas vous faire plus d'explications, mais je découvre un monde incroyable, donc l'hypnose. Je découvre que je suis, que c'est mon truc. Ça aurait été mon truc depuis toujours. C'est-à-dire que cette dame, voilà, m'accueille, je m'installe, elle me dit voilà, est-ce que tu veux un café? Oui, oui, elle se retourne, elle fait le café, elle revient me voir, je suis déjà les yeux fermés en train de faire mon trip, et elle me rattrape pour voir où j'en suis. Donc c'est vraiment mon outil. Elle me dit là, écoute, t'as un truc, et je commence à me former. Et vous savez aujourd'hui où j'en suis, donc formation sur formation, au début juste pour moi, personnellement. Et à un moment, je me dis, je vais me faire de ce métier ma vie, parce que quand je retourne en entreprise, après le premier week-end de formation, où je suis très très bien, où j'ai le smile, mais jusque là, où je me sens mais d'une pêche incroyable, je rentre dans le bureau super heureux, et là mon chef me dit, tu sais Alain, c'est pas ça la vie. Voilà. Cette phrase, je crois qu'elle est le déclencheur de tout le reste, toute la suite. Je dis, bah écoute, chiche, on va voir si c'est pas ma vie. S'en suivent, voilà, une reconversion, bien évidemment. Alors, pas forcément facile, hein, avec des phases, bien évidemment, et même encore aujourd'hui, hein, c'est une reconversion, c'est pas évident. On a besoin de soutien, on n'en a pas forcément. On en trouve chez certaines personnes dont on ne pensait pas. On en trouve beaucoup chez les gens qui vivent ça déjà. Mais aujourd'hui, ce que je vis, je ne retournerai jamais dans ce que je faisais avant. En tout cas, ces crises d'angoisse sont finies. Alors, et la petite histoire et la suite, donc c'est les médicaments. Donc les médicaments pendant 10 ans. Nécessaire, je dirais, pendant 4 ans. Pendant 6 ans, à essayer d'arrêter. Et je dis bien essayer. À écouter tous les conseils de médecins, de psy. Et au final, j'arrête, mais avec un autre moyen alternatif. Et là, je suis content. Et c'est quand je vous dis ça, c'est il y a 1 an et demi en fait que j'ai arrêté. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis que c'est mon meilleur ami et en même temps mon pire ennemi. C'est-à-dire que c'est votre meilleur ami quand vous en avez besoin, mais c'est mon pire ennemi quand je décide d'arrêter parce que j'y arrive pas. Et je découvre qu'en fait, si je n'y arrive pas, c'est pour une raison ventrale. C'est voilà. C'est pour des raisons émotionnelles parce que je travaille beaucoup, j'utilise beaucoup, je vis beaucoup sur l'émotionnel et que quand on a ça, le médicament devient une béquille, mais elle reste ancrée la béquille. Donc voilà. Ça, je vous en parle pas plus parce que justement par rapport à certaines croyances, ça pourrait gêner dans la vidéo. Je voudrais vous dire que les crises d'angoisse,
on peut chercher, on peut aller, et il faut vraiment aller chercher hein, dans le médical, dans le corporel, dans ce qui peut aider. Je me rappelle encore, sur la fin justement de mon boulot, je rencontre un collègue qui avait les mêmes symptômes que moi, les mêmes symptômes que moi. Et je lui dis, écoute, c'est marrant, mais quand tu me racontes ce que tu me racontes, j'ai l'impression de me voir il y a quelques années. Et j'ai cherché pendant longtemps, j'ai jamais trouvé. Et finalement, ben, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était là-dedans. Eh bien, cette personne me dit, ben, j'entends, Alain, maintenant, moi, j'ai besoin d'aller voir ce qui ne va pas au niveau physique et de faire ce chemin. Donc c'est assez dingue parce qu'en fait, la personne est consciente que sans doute ce que je dis est vrai, mais qu'elle a besoin de voir parce que c'est le chemin de chacun, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que je ne vous dirai jamais faites comme moi, c'est sûr. Bah non, parce que ça marchera pas. Parce que si ça se trouve, vous trouverez quelque chose de physique. Parce que votre histoire est différente. Mais en fait, j'ai vraiment fait le lien sur le fait que ces crises d'angoisse donc sont apparues vraiment hein, à l'annonce du cancer de ma mère et vont s'arrêter justement au décès de ma mère. Donc c'est comme si je m'étais connecté à ma mère et que j'avais décidé de vivre alors à un niveau différent, hein, parce que c'est pas la même chose que d'être tous les 15 jours à l'hôpital à faire une chimio. Mais c'est comme un peu, tiens, je vais t'accompagner et puis moi aussi je vais avoir du mal à vivre ces 7 ans. Euh, donc voilà, encore une fois, je voudrais juste dire, moi je suis ravi d'avoir balayé la totale. Par contre, j'aurais aimé, j'aurais aimé avoir avant cette prise de conscience, au bout des 3 ans de médecine, qu'on me dise, ben peut-être que que t'as pas quelque chose de physique, parce que là j'ai fait tous les tests que je pouvais te faire, mais peut-être que tu peux aller voir ailleurs, au niveau mental, au niveau psychologique, voir si il n'y a pas quelque chose. Et ça, je ne saurais jamais pourquoi ce médecin a pas décidé de me le dire. Et finalement, mon chemin, je l'ai fait. Il a été long et finalement, je m'en suis sorti. Hein, on s'en sort toujours. Euh, Aujourd'hui, j'ai des raisons d'être très stressé, mais j'ai plus du tout de crise d'angoisse. J'ai des phases parfois un peu, je dirais, de déprime, mais j'ai plus de phases dépressives comme comme elles ont été. Euh, mais voilà, voilà, par ce message, j'espère que des gens qui vivent peut-être ces choses-là entendent et que ça peut aider. Voilà, c'est vraiment mon but. Hein. J'ai aucun autre but derrière tout ça. J'ai vraiment envie dans ces témoignages de partager pour que les gens euh, que ça puisse faire écho pour certaines personnes, que ça puisse les aider. Je le souhaite parce que je pense que tant qu'on n'a pas vécu les crises d'angoisse, on peut pas se rendre compte. Vous savez, il y a des trucs où les gens vont vous dire ah oui, je comprends. Bah désolé, si t'as pas vécu ça, tu peux pas comprendre. Tu peux imaginer, mais tu peux pas comprendre. Quand tu l'as vécu, tu peux comprendre. Moi, je vois encore cette image. Mon fils devait avoir 5-6 ans. Et je fais une crise d'angoisse, une grosse. Et je dis à mon fils, voilà, papa te note le numéro de téléphone des urgences. Je vais mourir. Et quand je serai mort, tu pourras appeler ce numéro de téléphone. Et ça a été aussi un des déclencheurs. Je me dis, je peux pas faire porter ça à mon fils, quoi. Euh, mais je l'ai fait parce que bah, quand on fait une crise d'angoisse, on est complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment, on cherche le moyen de s'en sortir en fait. C'est un truc vraiment primal je suis dans un truc pas incroyable et il faut que je m'en sorte et tant pis, je fais tout et n'importe quoi. Donc si je peux aider des gens justement à éviter ce genre de choses, après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'espère que alors cette vidéo forcément a été assez longue, hein, mais pour moi elle était importante à faire parce que j'aime faire ça, parce que je vous partage aussi de moi, parce que quand on fait ce métier aussi d'accompagnement de l'autre, on est aussi soi-même. Hein. Je ne dis pas quand je rencontre des gens qui ont des crises d'angoisse, ben je sais, vous allez faire exactement comme moi. Non, non, c'est pas le cas. Chaque personne est différente, chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu, a ses croyances, a ses doutes, a ses peurs, a tout ce que vous voulez.
Euh, Moi, ce que je veux vraiment à travers ça, c'est avoir un petit, voilà, une petite, lancer une petite graine et que les personnes puissent comprendre. Donc voilà, vous pouvez vous sortir des crises d'angoisse. On s'en sort toujours. Il faut juste trouver le truc qui fera que vous vous en sortirez, votre chemin à vous. Et je vous souhaite d'arriver à ce chemin à vous. Et je vous souhaite une excellente journée aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.